Je suis Bouchra Appessi, professeure assistante de pédopsychiatrie. Donc la pédopsychiatrie existe à Marrakech, au CHU Mohamed VI depuis bientôt 3 ans. Donc on va souffler notre 3e bougie dans 2 jours par rapport à l'unité ambulatoire de pédopsychiatrie. C'est toujours un plaisir de se retrouver très accueillis à El Jadida, un accueil toujours si chaleureux à chaque fois. Et je suis vraiment, j'aime bien les pédiatres, et donc je vais prendre mes aises dans la présentation lorsque je suis avec les collègues pédiatres. N'hésitez pas à poser des questions. Si les choses, si je vais très vite ou je dépasse un peu les normes des présentations qu'on vous fait, ne vous gênez pas à m'arrêter. Alors, la dernière fois, on avait commencé une première partie. Nous avons un peu débattu des demandes de santé mentale en clinique pédiatrique, c'est-à-dire les patients qui relèvent un peu de la santé mentale, mais qui passent dans vos cabinets, dans vos consultations et services hospitaliers. L'idée est de partager le savoir et les pratiques entre les deux contingents, donc santé physique et santé psychique de l'enfance. Donc, nous avons commencé la première fois. Alors la première fois, nous avons parlé de l'enfant qui ne parle pas encore, c'est-à-dire l'enfant qui a un retard de langage, puis ensuite l'enfant qui se pose, et on s'est arrêté à l'enfant hyperactif. Et sur la demande de Dr Dahlel, je vais faire un bref rappel des messages phares qui ont été transmis la dernière fois avant d'entamer les 3 autres situations qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on commence par l'enfant qui ne parle pas encore, pour rappeler une chose importante, que ce n'est pas le capital génétique, biologique, sensoriel qui est la condition sine qua non du développement de langage de l'enfant, mais il faut intégrer dans vos évaluations aussi à chercher les facteurs psychoaffectifs autour de cet enfant qui a des difficultés de langage, parce que pour qu'il y ait une immersion de langage, l'enfant doit être entouré d'une sécurité affective, d'un plaisir et d'un partage. Et donc, il faut toujours, à chaque évaluation de retard de langage, aussi bien vous évaluez le côté organique, sensoriel et neurologique, vous évaluez aussi ce qui se passe dans l'environnement. Est-ce qu'on stimule cet enfant? Est-ce qu'il est dans une sécurité affective? Et est-ce qu'il est bien entouré? Et est-ce que la situation de langage est une situation de plaisir et de partage? Alors, le deuxième message concernant cette thématique, c'est qu'il y a des signes qui doivent vous alerter. C'est l'absence de recherche de contact dès la naissance, l'absence de langage à 2 ans, un langage qui est déformé après 5 ans, il y a une perte de compétences langagières, c'est-à-dire que l'enfant il a parlé, puis après il est en régression de langage, et le bégaiement. Tout simplement parce que ce sont des situations sérieuses qui relèvent de causes sérieuses qu'il faut chercher. Le deuxième cadré va vous orienter plus, parce que si vous avez un retard de langage qui est homogène et s'améliore sensiblement sous une prise en charge comme l'orthophonie, donc vous êtes dans un trouble fonctionnel, ce qu'on appelle le retard de langage simple, c'est-à-dire que l'enfant ne parle pas, mais il a le capital biologique et il a la stimulation dans l'environnement. Par contre, si le langage régresse, il faut chercher des causes somatiques. Surdité, hypoacousie acquise, ou plutôt épilepsie par exemple. Puis après, il y a le déficit, il est sévère, il n'est pas sensible aux aménagements classiques, c'est un peu l'apanage des pathologies psychiatriques et neurodéveloppementales, comme le trouble du spectre autistique, comme la déficience intellectuelle et la dysprasie. La dysphasie n'est que le trouble de langage profond, persistant, qui va toucher soit le versant expressif, ou c'est le versant réceptif. C'est-à-dire que l'enfant aura du mal, parce qu'il n'a pas le capital nécessaire pour stocker l'information, pour parler ou pour comprendre la parole. Alors, j'espère que ça va revenir. Alors, je passe à la deuxième situation en attendant que le signal revienne pour gagner du temps. On est parti sur l'enfant qui se pose. Et pour cette situation, nous avons été tous d'accord que l'opposition est d'abord développementale. L'enfant qui se pose, c'est les parents qui vont venir vous dire que l'enfant n'entend pas les consignes, ne fait pas ce qu'on lui demande. Et il faut savoir qu'il y a une marge développementale tout à fait normale, c'est-à-dire que c'est un signe sain de développement de l'enfant sur le plan psycho-affectif entre 18 et 3 ans, 18 mois et 3 ans, et à l'adolescence. C'est-à-dire que ça doit exister, cette opposition notamment. L'opposition est un passage qui est obligé dans la vie de l'enfant, c'est-à-dire qu'il va s'opposer non pas pour faire des bêtises, mais il va s'opposer justement pour s'affirmer. Le non, il va marquer le premier bourgeon de la personnalité de l'enfant. Donc il va dire non pour s'affirmer. Reste à savoir comment on va cadrer, nous, parents, ce non pour éviter les situations dangereuses.
Et c'est aussi un passage obligé dans les compétences parentales, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est parent, on doit avoir ce qu'on appelle une fonction de contenance, c'est-à-dire accepter les frustrations que peut jouer cet enfant par le nom qu'il va faire, et donner du sens justement à cette opposition et savoir exercer son autorité sans être dans la violence et la maltraitance. Donc vous allez analyser l'opposition pathologique sur, je vous donne un conseil, c'est-à-dire sur une semaine, lorsqu'on vient vous dire que l'enfant est opposant, vous allez dire aux parents soit qu'ils vont vous décrire en rétrospective sur une semaine ce qui se passe, soit vous donnez un deuxième rendez-vous sur la deuxième semaine. Bonjour. Et puis vous allez après une semaine voir quelle est l'intensité, quelle est la fréquence et les répercussions. Si l'intensité est importante, si la fréquence, ça veut dire que c'est très fréquent, ou s'il y a un retentissement jusqu'à épuisement parental ou jusqu'à ce que l'enfant soit maltraité, là on est dans l'opposition pathologique, même s'il s'agit de 18 mois ou de 3 ans ou à l'adolescence. Vous captez ? Et la prise en charge, elle est multimodale. Je redis ce qu'a dit le docteur Dakhel, il faut s'armer de patience parce que les parents viennent chercher une solution miraculeuse. Les médicaments ne donnent pas d'effet, et je vous le dis tout de suite, c'est un traitement symptomatique, mais au long terme, ça ne donne que des effets secondaires chez l'enfant. On se base surtout dans ces situations sur la guidance parentale. Guidance parentale, c'est-à-dire guider les parents à exercer leur fonction de parents dans une situation particulière. C'est pourquoi il faut analyser dans quelle situation justement cette opposition vient. Il y a l'opposition développementale, il y a l'opposition réactionnelle à une situation, il y a l'opposition pathologique qui entre dans les pathologies psychiatriques comme le TDAH, comme ce qu'on appelle le TOP, le trouble oppositionnel par provocation, et dans les dépressions et les troubles anxieux, par exemple. La troisième situation est l'enfant hyperactif, et nous avons bien débattu la dernière fois. Le message que je voulais transmettre aux praticiens de la clinique pédiatrique, c'est que hyperactivité, turbulence n'est pas sine qua non, n'est pas synonyme de TDAH, trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Et ça, c'est une cause de notre service de Marrakech, le CHU de Marrakech, de défendre que le TDAH n'est pas la première cause. Ça, c'est connu à travers le monde, mais nos pratiques aussi par les pédopsychiatres marocains. On a tendance à diagnostiquer en outrance et par des errances diagnostiques. Enfant hyperactif, enfant turbulent, c'est un enfant TDAH. Je vais essayer de redire les choses comme la dernière fois et essayer de convaincre les nouvelles personnes qui sont avec nous. Alors, aussi l'instabilité des développements mentaux lorsqu'il s'agit de l'âge de 2 à 5 ans, parce que l'enfant, il va acquérir des compétences sur le plan corporel. Et donc il va pouvoir marcher, il va pouvoir courir, il va pouvoir grimper, et donc il va utiliser son corps. On aura l'impression, après 2 ans où il est dans la poussette ou sur le lit, qu'il est hyperactif. Tout simplement, il est en train de découvrir. Et le développement mental, je passe sur l'adolescence, ça arrive aussi à l'adolescence, il devient pathologique lorsqu'il est très intense, lorsqu'il est chronique ou lorsque ça donne un retentissement. Je vous ai parlé la dernière fois je vous ai dit que le TDAH, normalement c'est un diagnostic d'élimination, c'est qu'il vient en fin de liste, qu'il y a tout un ensemble de causes qu'il faudra savoir chercher avant de parler de TDAH, que ce soit le généraliste qui les reçoit, le pédiatre ou le pédopsychiatre. Et je vous ai parlé que sur le magazine de réalité pédiatrique, allait apparaître notre article que nous avons écrit. Oui, il est apparu en septembre sur le nombre 269 sur les réalités pédiatriques que vous pouvez trouver sur Google. Et donc on a parlé de toutes les étiologies possibles de l'instabilité psychomotrice avec des vignettes cliniques pour rendre les choses plus faciles. C'est un magazine, c'est une revue pédiatrique justement pour toucher les pédiatres par cette cause-là. Et donc on va éliminer un ensemble de causes, qu'elles soient organiques, qu'elles soient psycho-affectives, développementales, puis on retient en fin de liste le TDAH. C'est la même chose qu'on fait lorsque vous nous orientez par vos fiches de référence, enfant hyperactif TDAH, consultation pédopsychiatrique. On commence depuis le 1. On commence par le début de la liste et on élimine toutes les causes avant de passer aux échelles que nous avons pour confirmer le diagnostic. Il y avait une remarque intéressante la dernière fois, c'est que ça existe une comorbidité. Et ça, c'est vrai. Le TDAH est très comorbide avec les autres pathologies, notamment psychiatriques. Mais là, il faut savoir éliminer ce qui est traitable et facile avant de dire TDAH, parce que je vous le dis, le TDAH, c'est une pathologie chronique, c'est une étiquette qu'on va mettre sur l'enfant, et c'est une pathologie qui va l'accompagner à l'âge adulte. À l'âge adulte, il y a le suicide comme complication, il y a l'abus de substances, il y a l'instabilité professionnelle, il y a l'instabilité relationnelle, et il y a tout un décrochage scolaire et professionnel et relationnel qui va attendre cet enfant. Donc on est très prudent pour poser le diagnostic justement de TDAH à l'âge de l'enfance. D'accord ?
Pour vous faciliter la tâche, j'ai remis le tableau. Comment on va s'orienter justement dans toute cette liste de causes d'instabilité? Il y a 3 grandes questions. Où ça se passe, quand ça se passe et depuis combien de temps? Et vous avez 2 flèches. Soit c'est un trouble constitutionnel, c'est-à-dire que ça se passe dans toutes les situations et depuis toujours. Vous avez 2 registres. Soit on est dans une pathologie somatique, la liste dans le tableau, soit on est dans les troubles neurodéveloppementaux. Et dans les troubles neurodéveloppementaux, il y a l'autisme, il y a la déficience intellectuelle, il y a le TDAH, justement. Puis sinon, si ça se passe de façon intermittente, d'apparition qui est récente, après un facteur, ou c'est une rupture dans le fonctionnement de l'enfant et ça survient comme ça, c'est plutôt, vous êtes dans le registre des affects et de l'environnement et de l'adaptation à une cause. D'accord? Je continue vers les nouvelles situations. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, si vous le permettez, c'est qu'on va continuer sur ces 3 situations. L'enfant qui réussit mal à l'école, ça, vous le recevez, vous le recevez comme demande, je suppose, en pédiatrie, parce que nous, en pédopsychiatrie, on reçoit les fiches de référence des pédiatres, justement, et donc ça se passe dans vos cabinets, dans vos consultations. L'enfant différent, mais là, je vais définir la différence en termes psychiatriques. Et puis, les 100 visages de la dépression. J'ai tenu à vous parler de la dépression parce qu'il est très fréquente, mais souvent sous-diagnostic. On n'y pense pas beaucoup chez l'enfant et l'adolescent, mais vous allez voir, ça peut vous rappeler des patients de votre clinique de chaque jour. Alors, l'enfant qui réussit mal ou pas à l'école, pardon, j'ai commencé par une petite vignette clinique sur laquelle on va structurer notre raisonnement dans cette première partie. Alors, Mayenne est une fille qui est âgée de 8 ans, scolarisée en CE1. Nous la recevons comme ça, sur la fiche difficultés scolaires. J'ai réduit la situation clinique, mais si vous voulez plus de détails, je peux vous donner. Alors, depuis sa rentrée en maternelle, déjà, donc Mayenne, elle a des difficultés à se concentrer en classe, à reconnaître et à copier les chiffres et les lettres. Pourtant, elle est décrite comme intelligente et sociable. Et les parents sont tourmentés par ces difficultés scolaires avec la crainte qu'il formule de façon très anxieuse qu'il ne va pas arriver à réussir malgré tous les efforts de soutien qu'ils fournissent, aussi bien à la maison qu'en extrascolaire. Au cours de l'évaluation, Mayenne va évoquer spontanément les sentiments d'isolement, d'abandon depuis la rentrée scolaire et il se dit nul à l'école. Donc, essayez de vous mémoriser un peu cette situation clinique, on va y revenir à fur et à mesure. Alors, déjà, il faut donner une définition pour que le praticien s'oriente. C'est quoi l'échec scolaire et les difficultés scolaires? Parce que parfois, et ça arrive, les parents vont venir, surtout lorsqu'on a commencé à médicaliser les difficultés scolaires en outrance, et ça arrive dans les consultations, surtout actuellement, après la rentrée scolaire de certaines écoles. Donc, on ramène l'enfant chez le pédopsychiatre ou le psychologue scolaire parce qu'il a 7 sur 10, 8 sur 10, il réussit ses années, mais parce qu'il va marquer son passage chez le médecin, il va avoir le 10 sur 10. Alors là, c'est pas possible, ça, c'est pas un échec scolaire. Donc, c'est des parents qu'on reçoit pour une séance pour leur dire c'est quoi l'échec scolaire, c'est quoi le rôle du médecin, et puis la chose s'arrête là. Parce qu'ils doivent savoir que dans une classe, il y a le meilleur, le premier, il y a le deuxième, le troisième, le moyen, et il y a celui qui est faible. L'essentiel, c'est que l'enfant suit les exigences scolaires avec beaucoup d'aisance, aussi bien sur le plan psychique que sur le plan de pensée et de mémorisation. Et donc, les difficultés scolaires, retenez que c'est un enfant qui ne réussit pas à l'école, ou qui réussit avec beaucoup de mal, ou qui n'arrive pas à intégrer une communauté scolaire parce qu'il a des troubles de comportement, relationnels ou sociaux. Ça arrive quand même chez 20% des enfants scolarisés. Et donc, c'est pratiquement le quart, on peut dire. Et donc, c'est assez fréquent. Pour réussir une expérience pédagogique d'enseignement, il faut normalement 3 grands facteurs. Le facteur individuel qui dépend complètement de l'enfant, et donc ses capacités cognitives, sensorielles, le plaisir, la volonté, tout ce que vous savez. Il y a aussi des facteurs socio-environnementaux, c'est-à-dire que représente cet apprentissage pour la famille, pour l'école et pour la société. Et quels sont les aménagements qu'on fait autour de cet enfant, notamment la sécurité affective, la possibilité d'avoir des moyens pour suivre, le soutien qu'on lui procure, les encouragements qu'on lui fait. Puis il y a les facteurs éducatifs et pédagogiques qui sont plutôt reliés à l'école, c'est-à-dire le type de l'école, le type de l'enseignement, la régularité des cours, le planning des cours et j'en passe. Et donc j'ai essayé de vous dire qu'il y a 3 facteurs parce que sur ces 3 facteurs, ça serait plus facile de mémoriser qui sont les difficultés, les causes des difficultés scolaires justement. Parce que difficultés scolaires, ce n'est pas un diagnostic, c'est un chapitre, c'est une sémiologie. Il y a des diagnostics dessus. Alors, pardon,
ça a sauté. Alors, les causes de difficultés scolaires ou l'échec scolaire, on va commencer par le bas, qui est facilement éliminable. Donc, les causes pédagogiques, est-ce que l'enfant est régulier à l'école ou est-ce qu'il s'absentue plus fréquemment? Les causes environnementales, il se peut que la famille, que l'enfant traverse un événement particulier qui fait qu'il n'est pas dans la sécurité affective ou qu'il n'est pas dans toutes ses compétences pour se mémoriser. Par exemple, les situations de divorce parental, la pauvreté, l'analphabétisme des parents qui veulent tant bien que mal d'aider l'enfant mais qui n'arrivent pas, et puis le niveau d'instruction bas et l'alcoolisme. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est les causes individuelles. On élimine d'abord les causes organiques. Une épilepsie mal équilibrée, ça va donner des difficultés scolaires. Parce que l'enfant, il va soit refuser d'aller à l'école, soit il va faire la crise en pleine classe, soit il va avoir des troubles de concentration, d'attention, ça vous savez. Il y a la surdité, l'hypoacousie, les troubles visuels. Un enfant qui ne voit pas, il ne peut pas suivre la classe. Il ne peut pas suivre le cours, surtout s'il est né à la fin de la salle. Les migraines, les maladies génétiques. Et puis, ce qui est en rouge, c'est les causes, justement, on peut dire, réelles, évidentes, des suivis qu'on fait pour les enfants. Trois registres, trois répertoires pour que vous ayez la chose plus facile et claire à mémoriser. Soit c'est intellectuel, soit c'est comportemental, soit c'est psycho-affectif. Donc, comme si on a la règle de 3. Il y a 3 registres. Et dans les 3 registres, le premier individuel, j'élimine l'organique, j'ai 3 choses qui sont plus intéressantes à chercher. Soit c'est les causes instrumentales, c'est-à-dire ça touche toutes les fonctions cognitives et intellectuelles qui permettent à l'enfant de se concentrer à l'école, de faire attention, de mémoriser l'information, de stocker l'information et de mobiliser justement cette information. Et donc on a soit la déficience mentale, soit l'enfant précoce. L'enfant précoce, c'est-à-dire un enfant qui a un QI supérieur à un normal. Donc comment un enfant qui est intelligent va avoir des difficultés scolaires? Est-ce que ça vous tente cette question? Vous comprenez un peu comment un enfant qui a un QI supérieur à normal, normalement... Il s'ennuie, souvent, il s'ennuie. Complètement. Parce qu'il va s'ennuyer, parce qu'il a l'impression de tout savoir, de tout connaître, et donc il ne va pas investir l'école. En plus, qu'ils sont décrits aussi immatures affectifs, c'est-à-dire qu'ils vont être très dans l'opposition avec les enseignants, très embêtants avec les enseignants, et donc ça bloque aussi les capacités d'apprentissage. Puis les troubles spécifiques des apprentissages, ce qu'on appelait anciennement les enfants 10. C'est les dyslexies, les dysorthographies, les dyscalculies, les dyspraxies aussi. Alors, tout trouble 10 est un trouble profond qui va toucher de façon spécifique une fonction capitale pour l'apprentissage. La dyslexie, c'est-à-dire c'est un déficit de la lecture et de l'écriture. C'est le langage écrit. La dysorthographie ou la dysgraphie, c'est l'orthographie. La dyscalculie, c'est l'arithmétique et le calcul. Et puis la dyspraxie, c'est l'orientation et la motricité fine et tout. Ce sont des troubles, normalement, qu'on ne diagnostique qu'à partir de 2 écartifs, c'est-à-dire que l'enfant, normalement, pour qu'il soit diagnostiqué enfant 10, il doit avoir un écart de moins de 2 ans par rapport aux enfants de même âge. Comme Mayan tout à l'heure, qui a des difficultés à recopier et qui ont été détectées précocement à la maternelle, si vous vous rappelez de la vignette clinique. Il y a quelques années, on parlait de troubles 10, qu'on ne parlait de troubles 10 qu'à partir du CP. Mais actuellement, parce que le préscolaire, ça devient aussi obligatoire dans plusieurs pays, on peut commencer à parler des troubles 10 un peu plus avant dans la maternelle, dans la grande section, par exemple. C'est-à-dire que c'est un enfant, normalement, qui n'a pas acquis les autres acquisitions des autres enfants, mais avec moins d'écart-type. Est-ce que c'est clair, cette notion pour vous? Voilà, puis ensuite les troubles, les difficultés comportementales. Bon, on peut mettre le TDAH dans les deux, dans l'intellectuel comme dans le comportemental, mais surtout, on a des enfants qui sont turbulents en classe parce qu'ils perdent leur capacité d'attention et de concentration. C'est pourquoi je l'ai mis dans le registre comportemental. Alors, pour les adolescents, les consommations augmentent de façon très inquiétante actuellement. Et donc ça, c'est une cause aussi qu'on cherche parce que la consommation de toxiques ou sevrage de toxiques, ça donne des troubles de comportement en classe. Les troubles de comportement à l'adolescence, quel que soit, puis les causes psychoaffectives. Un enfant déprimé, il a du mal à mémoriser, il a du mal à avoir toute son attention, il n'est pas dans la sécurité affective qui est nécessaire pour l'apprentissage. Les troubles anxieux, quel que soit leur type. Refus scolaire anxieux, c'est une grande entité qui peut relever de plusieurs pathologies. L'anxiété de performance, par contre, il y a anxiété de performance, c'est-à-dire que l'enfant il est performant, mais en dehors des situations d'examen. C'est-à-dire que lorsqu'il va être évalué à l'école
dans les jours normaux, ou par exemple dans le soutien parascolaire, ou par les parents, mais il est très intelligent et performant. Mais lorsqu'il va arriver au moment de l'examen, il va perdre d'un coup toutes ses capacités. Et ça, c'est un signe très pathognomonique. C'est au moment des grandes évaluations où l'enfant vraiment va chuter dans ses notes. Et puis l'anxiété de séparation, les enfants, les adolescents qui n'arrivent pas à se séparer avec la maman et donc ils sont très préoccupés parce qu'il va se passer pour la santé de la maman ou il va la perdre et donc il n'est pas dans une grande sécurité affective pour pouvoir apprendre. Voilà, et donc je vous expose rapidement ce que nous avons trouvé comme grande cause de la difficulté scolaire en consultation pédopsychiatrique. La série de 2009, c'est ma thèse de médecine générale. Et donc ça, c'était pour un archive de la première consultation ambulatoire qui a été faite à l'hôpital, à l'époque à l'hôpital militaire. Donc nous avons trouvé 50% pratiquement de causes psycho-affectives. Mais ça, c'était un peu biaisé parce que c'est une seule consultation et on savait que c'est le psychiatre. Et donc on n'envoyait que chez le psychiatre. Et en 2009, ça n'a été pas très médicalisé l'échec scolaire. Actuellement, dans les services actuels, on mène un travail en cours. Il y a 3 résidents qui mènent ce travail. Depuis janvier 2001 jusqu'au janvier 2024, et nous avons trouvé que 50% il s'agit d'un retard mental. C'est aussi biaisé parce que, tout simplement, c'est le moment de donner, donc c'est le moment de savoir que le psychiatre donne des certificats d'handicap, et donc on envoie en outrance les handicaps intellectuels chez nous. Mais ce qui sort et ce qui est très important, c'est les troubles spécifiques des apprentissages qu'on commence à voir de plus en plus, surtout les dyslexies, avec une grande prise de conscience. Et ça fait chaud au cœur parce que aussi bien l'école est très sensibilisée à cet enfant, il est intelligent, mais il n'arrive pas à réussir. Et donc je l'envoie chez le médecin et on va voir qu'est-ce qui se passe. C'est généralement des troubles 10. Est-ce que ça va jusque là? Au niveau des écoles, en fait, les trois entités des baroques à l'école, c'est vrai que les trois entités passent un petit peu dans le limite. Il y a l'autisme, oui. Les troubles instrumentaux, ou les troubles instrumentaux, les symptômes hyperactifs. Mais dans la... Les psychologues, ça nous pose des problèmes parce que tu viens avec les goulets les coréens, ouais, c'est un problème, parce que vous voulez de la chine, un chapeau, donc avec le cinélia, nous sommes des orthophonie tout de suite. Alors peut-être qu'il a besoin par rapport à pédopsychiatre. Et surtout avec la rentrée scolaire, on le met dans la contrainte où il faut donner des certificats d'aménagement scolaire en novembre. Et on reçoit l'enfant une seule fois, ce n'est pas possible. Des certificats d'accompagnement. Oui, et des aménagements scolaires. Alors, Pardon, la littérature, je pense la TDAH, il y a la cause la plus fréquente. L'ancienne littérature. Bon. Et généralement, les enfants, mais c'est le retard mental ou la déficience, ne sont pas scolarisés dans une classe ordinaire. Oui, mais ça dépend aussi de quelle équipe vous parlez, docteur. Parce que si c'est européen, c'est une chose. Si c'est anglo-saxon, c'est autre chose. Ils sont dans les classes spécialisées et les classes ordinaires. Je sais pas ce que vous pensez, mais si vous voulez mon conseil, j'ai pratiqué avant d'enseigner, j'ai beaucoup pratiqué avant d'enseigner dans différentes régions du Maroc. Je peux vous dire que le vrai TDAH au Maroc, ça n'existe pas. Donc pensez moins au TDAH au Maroc, s'il vous plaît. En plus de ça, quand j'étais en stage en Belgique, on faisait carrément des staffs pour poser le diagnostic TDAH et passer à la prescription. Il y a des habitudes marocaines qui sont très banalisées mais qui sont dangereuses. La méthylphénidate, heureusement qu'on l'a pas, malheureusement qu'on l'a pas, malheureusement pour les enfants les vrais TDAH, mais heureusement qu'on l'a pas parce que ça se prescrit beaucoup. C'est pourquoi ils ont mis des règles pour l'ordonnance marocaine et plus acceptées ailleurs. Ça a été accepté à un certain moment en France, en Espagne. Maintenant, ils acceptent plus. Parce que le méthylphénidate, TDAH, déjà, c'est un mauvais pronostic. Méthylphénidate, ça peut donner des morts subites. Ça peut donner des problèmes cardiovasculaires. Ça donne des problèmes de croissance. Ça donne des problèmes endocriniens. Donc, TDAH, pensez-y moins. Je vous le dis d'après mon expérience de praticienne et d'après mon expérience dans le CHU. Je vais vous envoyer personnellement l'article que nous avons écrit pour vous convaincre. Alors, je voulais juste attirer votre attention sur un élément important qu'on appelle la spirale psychopathologique de l'échec. C'est-à-dire que vous n'allez pas recevoir un enfant avec une seule cause d'après ce que nous avons dit. Une cause engendre une autre. Nous avons une cause organique,
ça va donner un enfant qui va avoir des difficultés, il va devenir turbulent, c'est une cause comportementale. On va le vexer, on va l'harceler, on va lui donner des remarques psycho-affectives, dépression, baisse de l'estime de soi et rebelote. Et donc on a la spirale. Généralement, vous avez cette spirale, elle est une spirale infernale. Vraiment, il va tomber dans le creux. Il faut faire attention à ça. J'ai trouvé une cause, je dois rechercher s'il n'y a pas de retentissement dans le comportemental, par exemple, ou dans le psycho-affectif. Par exemple, la vignette clinique de Mayenne, vous avez vu que l'anxiété parentale, le surinvestissement scolaire a donné qu'il commence à avoir des sentiments, des signes, on va voir, de dépression qui sont l'abandon et l'isolement. Donc, en plus de sa dyslexie, elle avait une dépression associée, avec un facteur stressant qui est l'angoisse parentale. Alors, la dyslexie, c'est ça. Si vous voulez savoir c'est quoi la dyslexie, comment on regarde un enfant dyslexique, ce qui est écrit, c'est comme ça. C'est pourquoi ils ont du mal à suivre et donc ils vont mettre soit le doigt, soit la règle pour suivre, soit ils vont se mettre collés au tableau. Donc il y a des choses qui sautent, il y a des lignes qui, la première ligne dans la deuxième ligne et vice-versa. Et donc, si vous voulez, la dyslexie, ça peut donner ça, des difficultés scolaires, des troubles de comportement, dépression, des motivations, et on est dans la spirale. Alors, comment vous allez évaluer? Il faut authentifier d'abord les difficultés scolaires. On revient à la définition. Soit qu'il a du mal à réussir, soit qu'il ne réussit pas, soit qu'il n'arrive pas à intégrer la communauté. Et là, si sur 10, il réussit, on ne peut rien faire, nous, médecins. Donc, on sort du côté médical, cherchez lui quelque chose d'autre, soutien scolaire ou autre. Puis, on va orienter la démarche étiologique par soit les signes cliniques, l'histoire scolaire développementale. On va examiner l'enfant, ça, on le fait aussi, l'examen somatique. Et l'évaluation globale, c'est-à-dire que vous allez mettre l'enfant dans une situation scolaire en consultation, mais sans qu'il y ait la pression. C'est-à-dire que vous allez lui demander de calculer, d'écrire, de lire en arabe, en français, mais il faut toujours lui répéter la consigne comme quoi tu n'es pas jugé. Tu peux faire la faute quand tu veux, tu peux te tromper quand tu veux, on ne juge pas, on ne donne pas de notes. Et comme ça, il est à l'aise pour qu'il ne soit pas bloqué. Et vous demandez aussi, si vous voulez, les cahiers scolaires et tout. Si vous voulez, je vous transmets en PDF ces questionnaires qui sont super magnifiques, qui s'appellent les questionnaires de Conners, et qui vont vous orienter dans l'étiologie. C'est un ensemble de questions que vous adressez aux enseignants en écrit. Alors, sur le fonctionnement de l'enfant, sur le relationnel de l'enfant, sur ses capacités en classe, c'est des questions auxquelles vont répondre les enseignants comme les parents. J'espère que ça va revenir parce que je voulais vraiment. Je viens de demander Je pense qu'après la pause, on va passer la clé, c'est mieux. parce que Allez. Là, l'adaptateur, il est bien parce que je l'utilise souvent. Peut-être qu'elle le file des choses. Alors, il n'y a pas de mal à faire des copies et des photocopies dans vos cabinets. Vous laissez les questionnaires chez vous et vous demandez à l'école, à l'institutrice de remplir et de répondre, ou plutôt aussi aux parents, les deux parents en fait. On donne 2 copies pour les parents. Voilà. Donc vous voyez, c'est un ensemble de questions où on fait pas du tout, un petit peu, beaucoup, énormément. Et donc on marque en rouge ce qui est énormément, on marque aussi un peu en vert ce qui n'est pas du tout, pour savoir où sont les compétences de l'enfant, où sont ses insuffisances et ses difficultés. Alors, puis après, on passe au bilan paraclinique. Généralement, on demande un avis ophtalmo standard. Donc les items, comment vous faites le calcul après? Comment vous faites On va voir, il n'y a pas de score en chiffres, mais il y a en appréciation. C'est parce que c'est des questionnaires, c'est simplement des questions. Et en plus de ça, parfois, on traduit en arabe pour les gens qui... la version arabe, je pense. Il n'y a pas de version arabe validée. Mais on essaie de traduire le marocain dialectal. Même parfois, on prend un crayon, donc ce n'est pas un chiffre qui est important, mais c'est l'appréciation, parce que c'est juste une appréciation. Mais ça va vous... Ce qui est en rouge, c'est-à-dire beaucoup ou énormément, fort probablement, c'est ça la cause. Puis on s'appuie aussi sur le pas du tout, parce que justement, les parents ils vont venir avec le négatif, ils ne viennent jamais avec le positif. Et donc on peut leur dire, ils bougent à l'école, ils bougent un peu, mais on voit les compétences en nous. Ça fait un effet de réparation aussi pour pouvoir continuer le suivi avec eux. حتى في الكيستيونير دابا الناس هذا كونطون عنده واحد البروبليم اللي مثلا
supposons donc, dis-moi quand tu lui poses la question, tu as appris le top, Oui, genre. Madame Jawa, on va consulter le vrai khalas. Surestime. Donc, il يقول le maximum. Alors, j'ai la facilité, mais énormément. كيعمروا في الدار واقيلا جو بونس Oui, à la vaut mieux maison, à la les deux maison. parents, et c'est pourquoi justement il y a les deux versions. Donc, enseignants et parents, comparent. Est-ce que ça va avec ce qui se passe en classe? Parce que je vous donne, c'est très important ce que vous dites. Par exemple, si c'est les parents qui donnent que le négatif, l'enseignant c'est atteint le positif. Le problème il est environnemental à coup sûr. Les attentes ils sont très élevées, une dépression de la maman qui fait qu'il ne regarde, qu'il ne voit que le négatif chez l'enfant, une anxiété, des exigences qui sont hyper anxieuses envers l'enfant. Et donc cette comparaison nous permet justement, et même la comparaison entre les parents, parfois la maman est major ou le papa il est très à l'aise avec ce que l'enfant et elle est très à l'aise aussi, ça dérange parfois. Pourquoi tu es très à l'aise avec les difficultés? Et sur ça, on se base l'étape de la psychoéducation. Psychoéducation, c'est-à-dire lorsque j'ai une maladie, je vais éduquer sur les étiologies d'ILH, sur les signes cliniques, sur le traitement qui existe, sur l'évolution. Et donc on peut se baser sur ça. Petit belle madame, je majorité بزاف قلبنا حنا ودرنا لي تيست ودينا كونتاكت avec l'école et chaque fois l'orthophoniste psychomotricien قال لي que l'enfant il a des compétences. Donc il est où le mal? Et ça, et c'est très important aussi pour l'entretien parce que, peut-être que j'ai sauté, c'est ce qu'on voit par exemple, c'est qu'il y a une projection de la propre histoire scolaire des parents sur l'enfant. Mais je suis médecine. Je dis je sais pas. Et donc comme si l'enfant il vient avec le catalogue déjà écrit, le monde, monsieur le catalogue, c'est qu'il doit réparer l'histoire parentale, mais laissez-lui faire son chemin de cours. Avec les difficultés qu'elle a, avec les insuffisances, avec les qualités, jusqu'à ce qu'il puisse réussir. Mais si vous tombez dans des situations de rigidité psychologique ou de résistance, envoyez chez nous un des techniques pour bien cadrer à des parents. C'est vrai que c'est très difficile. Surtout que l'école maintenant, c'est un champ d'investissement, on dirait les parents. Côté matériel aussi, le temps. Donc, أنا كنعطيك خصك تعطيني. إلا عطيتيني قل من داكشي, c'est-à-dire que راك ما غاديش. Et donc, ce qui va sauver la situation, c'est le médecin. باردون سيدي بالنسبه للترجمه واش كاين شي صعوبه ولا ما لقيتش كيفاش ترجموا؟ C'est-à-dire une traduction validée, on n'a pas vraiment, mais كل واحد كيحاول على حسب le langage اللي عنده في l'équipe. Mais finalement, on n'avait pas vraiment beaucoup de difficultés. Par exemple, est-ce qu'il a des difficultés d'apprentissage? Bien sûr, c'est rare. Ça dépend. Ils comprennent l'arabe ou le dialectal aussi. Rêvasser ou chez Gistisra. Ou je qui بعد مرة بحال كيحلم في واحد العالم واحد آخر. Et on essaie d'écrire ça parfois en crayon derrière la feuille avec les parents. Ou là, si le médecin connaît déjà les parents qui connaissent موجودهم كيقراهم معاهم, vous avez tout compris, oui, allez-y, remplissez ça. بس كان بالعربية لأنه la compréhension de l'arabe donc est différente pour chacun. Dans tous les cas, donc les gens vont se retrouver quand même dans l'arabe. Il y a des gens qui ne vont pas vraiment comprendre pas grand-chose. Il y a des gens qui vont bien comprendre l'arabe, je dirais, donc littéraire, ou plus ou moins. Mais en tout cas, par rapport donc à des gens qui comprennent le français mal, ils vont lire, ils vont croire. Les gens à partir de la liste, ils vont croire qu'ils vont vraiment, qu'ils comprennent le français, mais ils ne comprennent rien du tout. مثلا شوفوا واحد كيخلطوا ما تيبغي يقول شي هذا وتيبغي يقول قدامنا كنا الفرنساويه تيخلط شي تخربيقات يقول ما عرفتش نعرف يقول لك راه فومات هذه فومات كاينه فومات وكاينه فوميسات كاينه حتى فوميسات هذاك سي لامبورطون Parfois, les parents qui sont complètement analphabètes, ils vont comprendre ni ça ni ça. On demande c'est qui fait les devoirs à l'enfant et c'est lui qui va nous répondre. هذيك الساعه اللي كيقرا معنا لا يجاوبنا هو تبص فيها بين التواصل اللي عنده عطيته خبره في هادشي ديال الترجمه اللغه الفرنسيه العربيه لا في لا فاليداسيون كيديروا لو تيست لو روتيست يجربوه على هذاك وكييفاليو سي بروسيدور ياك استاذ. Si on fait le dialecte, ça doit être envoyé minimum dans 3 régions. مثلا مراكش كازا Voilà, الجنوب باش نشوفوا essayer على de الماروكان بلون ولا c'est une procédure طويله. Ok.
Ok, c'est faisable. Oui, c'est C'est faisable. une question C'est Ahmed. des questions qui sont simples, pas nombreuses. Hmm. Oui, on va réfléchir à ça. C'est une bonne proposition à dire. On va réfléchir. Ah, ça, كاين حتى هذاك تدرس فيها راه شويه عندك خبره في هادشي يعني سي بوفي غادي نكلفوا بهذا المهم مع مرحبا حتى هذاك الشيء ديال الكي تا هو كيكوت تري شير هذا يا با دو اون arabe c'est un gros problème. قال C'est cher et c'est pas faisable. الكي هذا وي الويست ما كاينش لا فيرسيون تو ما فيش فيرسيون ا شكي Selon votre expérience, professeur, pour les enseignants, ils adhèrent facilement pour remplir vos questions. Complètement. Les écoles, on n'a pas de mal à les écoles lorsqu'on prend contact, soit par des courriers, soit par le téléphone. Blacks, ils se sentent épaulés et soutenus. On n'a jamais eu du mal à les écoles lorsqu'on va les appeler. Oui. C'est-à-dire que leur plainte, il y a une oreille qui entend mieux que les parents et qui va les aider. Et on en voit aussi, même si c'est la première séance par exemple, si j'ai détecté, nous avons détecté quelque chose, on va écrire aménagement en démarche initiale. C'est-à-dire, vous mettez à l'enfant, vous l'encouragez plus, faites des évaluations orales plus que des évaluations écrites, même si je n'ai pas encore le diagnostic. Et ça va les aider aussi. Parce que on a des tuyaux de travail avec les enfants, ils ne se sentent pas seuls devant la difficulté. Parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, Sophie, c'est que l'école, ou là, c'est une école d'excellence. Une fois un enfant qui est éveillé à la voie d'excellence, un homme retard mental, autisme. Donc, et il n'y a pas de réanimateur parmi nous. Les statistiques ديال les réanimateurs vont décéder de la chirurgie. Mais décéder, je n'arrête pas, on a le taux de décès à la fin de l'année. Et donc c'est la même chose. غادي يسقطوا عندي بزاف غنتسنى une école ما مزياناش. Alors que la pédagogie ديالي c'est l'excellence. Je ne sais pas comment ça se passe, je dis là, mais Marrakech, Ça dépend privé ou la public. L'environnement public n'est pas l'environnement privé. Oui, et l'école publique adhère plus avec les santé mentale, elle est plus clémente, elle est plus indulgente, elle donne plus de chance les enfants que l'école privée. Parce que pas l'image de l'école. C'est pas l'image على التفتيش على لي مفتيش باش تجي تقول له الكول ليتيكيت كوم سا جي انفايي جي في Ça dépend حيت شنو عندهم زوين كلاس. التفتيش C'est l'école publique qui nous aide plus que l'école privée. Voilà. لا لا ولكن هي سي دون سون انتيري de suivre l'enfant et de faire les tests comme ça comme ça s'il a un diagnostic au moins il a une difficulté que زعما il a quelque chose d'objectif عندها il le retient dans le dossier de l'enfant. Pas tous. Quand des profs, je les connais personnellement, ils travaillent بحال مع leurs enfants. Pas tous, c'est le plus fréquent. في البيبليك. Alors que العكس كان خاص يكون بريفي اكثر من البوبليك زعما يسانتيريس لهادشي. Parce que le public a donné les courriers ministériels aussi, de la réussite, ou donner des chances aux enfants, même si redoublement, qu'il y ait des choses qu'on peut faire, des demandes parentales à nouer continuent, même s'ils redoublent 3 fois ou 4 fois. Donc l'école publique donne plus de chances aux enfants pour qu'ils ne soient pas des cours de crochage scolaire. L'école privée peut-être, c'est question de rendement. Tant qu'elle dit le rendement bien, tant que la région dit les enfants bien, tant que je suis une école d'excellence. Donc avec l'enfant, il y a de la difficulté. Soit que la coach psychologue, pédopsychiatre, région dit l'école aurait fait comme vous avez dit tout à l'heure. Donc je suis, elle dit la réputation, elle dit psychologue scolaire et donc je suis top. Soit mais elle dit, je la dirai, il y a le merkava diali, là même chez le benam. Et on a eu des cas comme ça en pleine année scolaire, par exemple l'année dernière, si je voulais les autres côtés de la عام جاب لي la psychothérapie, le traitement, il n'y a rien de dangereux. Et tu demandes à l'enfant de changer en pleine année scolaire de l'école. C'est vraiment très malheureux. En plus que l'école marocaine fait la classe ordinaire plus ou moins inclusive et fait le CLIS. Et le CLIS, c'est tous les enfants qui ont des difficultés. La même classe, avec les déficits moteurs, avec les troubles de spectre autistique profond, avec le retard mental profond. Donc ce n'est pas adapté les enfants 10, ni les enfants TDAH, ni les enfants légers. Il y a un manque. Il y a un vrai manque. Alors, c'est le questionnaire pour le dépistage ou pour le diagnostic? C'est une aide de diagnostic étiologique. C'est une orientation vers le répertoire.
Alors voilà, les avis spécialisés à vie pédopsychiatre, elle est nécessaire parce que parfois, au-delà, comme on a dit, d'une cause organique, il y a quelque chose de psycho-affectif qui peut bloquer encore plus l'enfant. Il y a l'avis psychologue, je vais revenir, et on demande le bilan orthophonique et psychomotricien quasi standard. Alors psychologue, il n'y a pas de psychologue pour enfants, et nous sommes en pénurie, et s'ils existent, ce ne sont pas des psychologues qui vont passer des tests. Et donc ceux qui passent des tests, malheureusement ça c'est une réalité formelle. Ceux qui passent les tests, ils sont performants, nous n'avons que 2, mais il y a 5 autres personnes qui passent les tests, mais c'est des psychologues pour adultes qui vont adapter le risque de l'enfant, ça ne se passe pas comme ça. Et donc ils nous donnent cette valide après, je te demande la radiologie, tu es comme la radio, le radiologue, ça c'est pas une anomalie, c'est un artefact. Donc là aussi, par la clinique Diana, on a que c'est un artefact de test. C'est pas l'enfant que je t'ai envoyé, c'est pas ça. Et donc, parce que nous sommes dans cette difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On a commencé à travailler avec les orthophonistes et les psychomotriciens, ce qu'on appelle les bilans des apprentissages. Tu ne me donnes pas le bilan orthophonique. Il y a avec les tests que tu as, verbaux, non-verbaux, qui peuvent m'orienter vers la première ébauche, il y a les difficultés d'attention ou de mémorisation. Et ça, les orthophonistes, ils le font. Vous mettez bilan d'apprentissage, bilan des apprentissages pour l'orthophoniste et pour le psychomotricien, et ils vont vous répondre, ils vont vous donner des tuyaux. En attendant, on a des psychologues compétents et présents sur tout le territoire du Maroc. Parce que le risque, il est cher, il n'est pas remboursable, et pas tout le monde sait le faire ni l'interpréter. Quand même des termes quelquefois qu'ils utilisent un peu barbares. Tu vois donc les conclusions des termes, je suis un petit peu assez technique, les orthophonistes, des termes, je suis un peu vraiment taillé. Ils ne font pas la conclusion plus simple. Alors, je les appelle, je suis agressif. Très agressif vis-à-vis des enfants. Les rapports. La conclusion, ils sont très agressifs. C'est ça le souci, c'est pourquoi... Les parents qui travaillent dessus. Et ça, c'est pas éthique. Il ne faut pas écrire des choses qui peuvent offenser les gens. En tout cas, avec la force des choses, vous allez repérer des gens qui sont bien. On fait la même chose. Par exemple, on a une trentaine de Marac, parce que c'est moi qui ont les réponses, moi les radis la même approche. À force d'avoir des consultations comme ça, vous allez repérer des gens qui sont. Les écoles, c'est auto-direct l'orthophonie. Normalement, ça doit se faire à travers le médecin. Ça me pose un problème. Parfois même les psychiatres orientent directement sans bilan, normalement sans le bilan de l'orthophoniste. Parfois ça sera suivi, mais la tâche avec le bilan. Et je peux vous dire aussi que la pédopsychiatrie, c'est 3 ans, je vous ai dit au début, à la première année, à l'arrivée des médecins résidents, on a fait de la contrainte, surtout dans le public. Donc les parents qui jouent en général, c'est un nécessairement, nous le ramènent à l'époque. Donc, il y a l'orthophonie, les psychomotricité, les bilans. Et le centre, ils sont débordés, on peut comprendre. Donc, de façon amicale, c'est qu'on a ce mais 1 sur 10. Sinon, c'est la clinique qui fait qu'on est orienté vers en attendant à ce que ce n'est pas une technique très performante, mais au moins on sort des enfants de le décrochage. Alors, donc prise en charge, je passe rapidement. On fait la rééducation orthophonique, psychomotricienne, du geste graphique, ça dépend de l'indication. L'optométrique, c'est lorsqu'il y a des problèmes de perception visuelle et pas d'acuité visuelle. Comme dans la dyslexie, il peut avoir 10 sur 10, mais il a des difficultés de perception visuelle, angle de vision là, et donc on a besoin parfois de rééducation. Donc, pour les dyslexiques, demandez AV ophtalmo avec bilan optométrique ou orthométrique, qui est chez les médecins qui font c'est orthométrique. Donc, vous pouvez mettre ça parce que la perception visuelle, la dyslexie c'est quoi? Moi je vais regarder prise en charge, ça va, je vais la voir, je vais l'interpréter, je vais vous la dire. En laps de secondes, l'enfant dyslexique a du mal, c'est saccadé, pour la reconnaître, auquel aire de cérébrale, et pour la stocker, le stockage, et pour me la dire. Et donc, en général, 10-20%, ça se passe la première étape visuelle, entre nous. Alors, les soins pédopsychiatriques, on fait des psychothérapies individuelles ou familiales, les médicaments en cas de troubles psychiatriques et des certificats surtout scolaires, des visites et des liens avec l'école. C'est vrai qu'on ne le fait pas parce qu'on est un peu débordé, mais on peut se déplacer pour des cas qui sont
très sérieux. La guidance parentale, elle est importante, c'est-à-dire que les parents, ils sont focalisés sur la réussite scolaire et c'est pourquoi ils viennent. Et donc, ils vont ne pas mettre l'enfant dans sa place d'enfant. C'est quelqu'un qui a une mission dans la vie, c'est de réussir à l'école. L'enfant, c'est pas ça. C'est un enfant qui doit se développer, qui doit grandir et qui doit jouer. Donc, comme si on limite l'année scolaire de l'enfant à la réussite scolaire. Puis, il faut dire les bris. Oui, dire les bris l'année scolaire. Quel est le problème? Il doit jouer. Le jeu, c'est un composant important du développement de l'enfant. Et donc, il faut leur expliquer ça. Et c'est très difficile à entendre. C'est pourquoi on fait des entretiens réguliers, des séances familiales pour parler avec la femme. Lorsque ça bloque, on revient sur l'histoire scolaire. Qu'est-ce que ça vous représente à de la réussite de l'enfant? Pourquoi vous avez sacrifié à l'enfant? On reçoit des enfants qui sont في primaire وكي جيتي يقول لك بغيتو يدير ميديسين بحال عمو بحال خالته بحال باقي في البريمير. Tu sais pas ce qui va se passer dans sa vie باش تقول لي دير ميديسين. Si jamais il veut faire حاجه واحده اخرى il est plus heureux. Et donc là on صافي وتراسي le trajet scolaire. Donc il doit c'est bien de médicaliser les difficultés scolaires, mais c'est aussi un conseil Est-ce que vous avez des... Parce que le médecin lui-même, il a des enfants, peut-être même un pédopsychiatre, et la demande, je vais te demander de l'enfant, est-ce qu'il donne des choses, les humains probablement vont plus le dérouter que choisir ce qu'il veut lui-même. Donc, votre expérience, qu'il y a des médecins, ou plutôt des pédopsychiatres, qui proposent la même chose à leur enfant que dans leur consultation. Ça, c'est question de personne, mais je pense qu'il y a les psychiatres, même pas les pédopsychiatres, quelqu'un qui a lu ou qui a passé quelques années de sa vie dans la santé mentale, il sait que la santé mentale, c'est une composante importante de l'existence. Donc, ce qui est plus important pour lui, c'est qu'on soit heureux. Et enfant en plus, qu'on soit dans l'insouciance. Je t'ai l'angoisse. Si je viens dire l'enfant dit aller à un médecin, tous les médecins, par exemple, là, la pédopsychiatre, le souci indien a de chevaux. Ou la pédopsychiatrie, mais quand tu veux dire la chirurgie, par exemple. J'ai raté quelque chose, de la dermatologie, de la gynéco. Donc c'est un problème d'y aller. C'est pas un problème de l'enfant. Donc on se pose, et quand on est dans la santé mentale, on se pose 1000 questions par jour. L'auto-questionnement, pas possible. Est-ce que j'ai bien fait, je n'ai pas bien fait. Mais de toutes les manières, ce qu'il faut faire, parce que les patients qui vont venir, si on fait le micro-trottoir d'abord, les parents, les gardiens de jardin, ils ont des soucis pour l'école de l'enfant. Sauf qu'ils ne viennent pas chez le médecin, ils ne voient pas la chose pathologique. Ils essaient d'adapter les attentes de l'homme à les capacités, les compétences de l'enfant. Ceux qui viennent maintenant, c'est généralement, il y a une problématique, soit chez l'enfant lui-même, soit avec les parents, soit le lien qui va s'instaurer avec l'enfant et les parents. Et donc, une fois l'hygiène dit, on est dans quelque chose de pathologique. Et donc là, il faut dire la distorsion de la pathologie. On va lui donner un conseil. Là, on propose, on ne change rien. On leur dit, donc, essayez d'oublier le chemin tracé. Personne ne peut dire, je n'aurai pas dans le futur. Personne. Même le psychiatre. La boule de cristal, on ne peut pas dire. Mais on peut dire qu'un enfant, il est excellent dans ça. Il est insuffisant dans ça. Vous pouvez faire ça. Et par rapport au développement dialogue, faites attention à l'école, le jeu, غادي يولي لك médecin, غيولي لك chirurgien, غيولي لك chirurgien cardiovasculaire. Chez les Britanniques, on va être déprimé. غادي ياخذ des psychotropes ويدير la psychothérapie sur deux. Est-ce que vous serez heureuse? En général, les parents disent non. Ça sert à quoi? أنا وهو ولا ingénieur de policier, هي ولا ingénieur de médecine. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est bien dans sa Est-ce que le fait أن يكون عنده la carte nationale, mais qu'on a la carte professionnelle. Les exigences, qui n'y a côté parental, qui n'y a côté école. Des écoles qui veulent des enfants sur mesure. C'est pourquoi il faut bien choisir. Personnellement, j'en ai souffert avec mon enfant. Il y a un cadre TDAH. Pour elle, elle est hyperactive. Ou TDAH, ou je le trouve, il est bien. Les évaluations, ça sort, il répond. Pourquoi tu le... Là, il ne s'assoit pas. Il est tout le temps distrait. Ou il est du genre... C'est un Satan. Là, voilà, il dérange la maîtresse. J'ai une réunion avec la directrice ou avec les enseignants pour lui expliquer les choses.
TDAH, je veux bien. أنا راه درت لك Ce كنت n'est طلعتو pas, عند docteur, ce n'est pas complètement sa faute, l'institutrice, parce que كتكونوا في لافواتور ديالكم تطلقوا une chaîne radio كتسمعوا شي واحد كيهضر في الميديسين هو ني ميدسان ني بسيكولوج ني كوتش ني سي هو مشى قرا واحد الحاجه هو داك الكوتشينغ هما اللي خارجين عليهم TDAH. Je vous dis la chose. في l'histoire de la psychiatrie, on avait des vagues. On a des vagues. Par exemple, la vague 2010-2013, tout le monde parle de trouble bipolaire chez l'adulte et l'adolescent. ولا اوتيزم عاوتاني لا باك 15 ans, اوتيزم 16 ans, j'ai le trouble borderline. علاش واحد الميدسان رد ليه البال ولا كان صافي لا كلشي ديسبونيبيليتي سي كوغنيتيف فري مشى فيها لان تجينا لا فاسيناسيون في المغرب ديال لانفورماسيون كنمشيو نقلبوا على لي ديتاي دونك سي ان ديagnostic واو سي لا توندونس سورتو تنجيبو من الا جبنا من لونغلو ساكسون اونكور بير باسكو هذوك عندهم دي كريتير وحدين اخرين. La santé mentale doit être contextualisée, le contexte اللي هي فيه. راه واحد يقدر يمشي لفرنسا تي دي اش يجي عندنا حنا نقولوا ليه لا يمشي الامريكان يقول لي ديبرسيون سا ديبون على مي عنده واحد لا ديفيكولتي هي بالنسبه لي هذاك الدري اللي بيان اون كلاس يدو اتر ديسيبليني فهمتي ديسيبليني هذاك كادري فهمتي داك اللعبه ديال الي كونسونطري ا 100% افيك الوغ كو سي ان انفون فهمتي يقدر يزابي معك واحد شويه الوقت l'important c'est que le rendement كاين. Et la question qui se pose, comment votre enfant reçoit les remarques? Oui, en négatif, c'était en négatif. On a corrigé les choses, c'est en négatif bien sûr, parce qu'il lui fait la remarque devant les enfants. Il lui fait les demandes. عرفتي والله الا واحد لقيتها تحس بيه ديبريمي يفو ميم با علي عليك. تقول لا لا هو سميتو تحس بيه بحال يبدا يدخل اون ديبرسيون يفو بلو علي على ليكول. Parce qu'il va me faire la remarque devant les enfants. Il va me dire que tu fais plus attention, tu as eu moins de notes que l'année dernière. On souffre. C'est le côté parental avant qu'on ait des médecins. C'est les enseignants, bravo des enfants vraiment cadrés, Et je fais plus la pédagogie. Derrière, وعندها ان بروغرام فاش تهضر معها تقول لك جي ان بروغرام لا عرفتي فاش تدوي معها تقول لك شوفي جي ان بروغرام افينيغ افير وانا ما يبقاش نشرح مع هذا وهذا واللي ديستري وانا با هذا ولا انا ما نبقاش فهمتي انا جي ان بروغرام غوغاردي البروغرام اللي عندي خصني نكملو كامل فهمتي تتولي راسك انت مسكين داك لونفون والله الا راه ما عرفتش ما اكسبيريونس بيرسونيل والله الا اكسبيريونس بيرسونيل تتولي انت ستريسي معاه باش هي خصها تكمل البروغرام زعما واحد موديل اللي كيقرا ادولت كومبورتمون ادولت ادولت وكيقرا اون انفون كيقرا كومبورتمون ادولت هي لومبيفالونس ما فهماش جالس ما يتحركش عرفتي قلت لها شوفي غتبقى تعطيه لي كاي ا ديستريبيي السبوره يمسحها كوم سا هو داك الطاقه اللي عنده سي فري مون انفون الي ان تي بو كيما تيقولوا زايد شويه ولكن قلت لها فرغي له داك الطاقه اللي عنده زايده وسي فري اون ا روماركي كو ما بقاش هذاك هو اللي با توربيلون مي دو جونغ ان بيتي بي ديستري زعما دغيا تيمل حيت فاش يبداو يقرروا داك البروغرام فريمون هو هي عندها ان بروغرام فينيغ بحال تيملوا ما عندهمش بزاف سينون ديك لا غروند انكيت ماروكان اللي دارت مي سي با très juste. Il y a un Marocain sur deux qui a un trouble mental. Les enfants, elle a les enfants marocains ont un trouble mental. On psychiatrise les situations cliniques. C'est un bon signe, on peut خاصو غير يتقاد. C'est la prise de conscience. La discussion de la fin, personne doit terminer. Oui, d'accord. Alors voilà, puis les aménagements scolaires, l'AVS, c'est l'auxiliaire à la vie scolaire ou l'aide scolaire, il y a une personne qui va aider l'enfant à apprendre à l'école. Et puis, je vous donne rapidement des exemples de prise en charge. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une cause psycho-affective, dépression, on va dire les parents, l'enfant qui est intelligent, la dépression, une difficulté d'attention, de mémorisation, et l'ennui, il n'y a pas de plaisir. Et donc, il ne va pas apprendre. Jette de rien, parce qu'il y a une rupture avec le fonctionnement, il va partir de rien. Donc on va faire la psychothérapie, je ne vais pas potentiellement ne pas donner de médicaments, et donc je vais donner des aménagements à l'école, comme quoi il doit de l'affection psychologique. Comportemental TDAH, qui est plusieurs formes, soit on passe par la rééducation, si ça ne marche pas, on passe à la médication avec des aménagements scolaires, le temps on-off, c'est-à-dire qu'il peut prendre 5 minutes au bout de 30 minutes et sortir avec une autorisation de l'école parce qu'il y a un rapport de médecin. Par exemple, les évaluations, on peut passer des évaluations de 30 minutes à 1 heure, par exemple, on peut faire l'oral, à l'écrit. La dyslexie, c'est la même chose, il y a actuellement la note
officielle du ministère de l'Éducation, comme quoi, qui je vois les parents au rapprochement des années certifiantes pour la remplir, ils ont droit à un tiers-temps ou là à quelqu'un qui va accompagner. Tiers-temps, c'est-à-dire à des idées la TQCM, c'est le TKIF, la réadaptation des questions, soit le tiers-temps, c'est-à-dire à des 30 minutes ou là, ça dépend à l'heure, et puis l'accompagnateur, mais ça doit être un enfant. Attention, c'est ce qu'ils ont trouvé comme idée pour aider l'enfant. Sinon, il y a des écoles qui permettent les tablettes, les examens, parce que, effectivement, avec le correcteur, donc il va écrire qu'il y a le correcteur automatique, il va corriger, donc il va donner les bonnes réponses. Ça dépend de là, niveau scolaire, comment il est. Alors, l'accompagnateur, c'est quoi? Un enfant, par exemple, l'enfant, les questions, c'est un enfant de 10 ans. C'est juste parce qu'on est râlé. Si ce n'est pas question de la lecture, c'est de l'écriture et les traits longs, on va donner le tiers-temps. C'est-à-dire que nous avons une heure, on va dire 30 minutes. ما كتكونش أستاذة في لي دوفوار، كتكون غير في لي Les زيكزامان. Et les écoles peuvent adhérer. Les écoles au cours de l'année scolaire, ils adhèrent à ça. Seuls les dyslexiques. Seuls les dyslexiques pour le moment. Alors l'enfant différent, le Kisako, c'est-à-dire ça veut dire quoi? L'enfant différent en termes psychiatriques, c'est l'enfant qui a un handicap. Les enfants à besoins particuliers. Donc on parle de la communauté psychiatrique, pédopsychiatrique, de différence lorsqu'il s'agit d'un handicap. Soit c'est un handicap mental, soit c'est un handicap physique. Et donc, on a tendance à dire que l'enfant différent, entre guillemets, qui a un handicap, et le malade, le pédopsychiatre, là, le psychiatre. Alors que ce n'est pas vrai, ça se passe aussi dans vos consultations. Je vais vous donner deux situations cliniques si jamais l'écran va s'allumer. Alors, pour vous dire que les enfants, ils sont malheureusement mal soignés sur le plan somatique, et excusez-moi parce que j'ose le dire, une communauté des organiciens et des somaticiens. On va voir pourquoi. Ça, c'est des situations réelles que j'ai rencontrées en clinique. Leïla est une fille de 6 ans qui a un trouble du spectre autistique moyen non-verbal, suivi en libéral, qui accuse une insomnie avec auto-hétéro-agressivité, devient agressive depuis quelques semaines. C'est un pédiatre qui me l'envoie en CHU pour dire que potentiellement il ne fait pas un bon suivi le libéral, donc il a l'entité universitaire, c'est rôle et un peu comme la vie. Lorsqu'on fait l'interrogatoire avec la maman, on voit qu'il y a des antécédents parce qu'avant de dire c'est un trouble de comportement lié à l'autisme, vous trouvez le trouble de comportement réactionnel à une maladie déjà. La douleur chez l'enfant et qui ne parle pas non-verbal va être exprimée par l'insomnie, par des choses autres que il ne va pas pointer. Il ne va pas le dire, il ne va pas pointer. Et donc, on a la situation clinique, il y a une insomnie qui est passée sous la main du pédiatre parce que c'était un signe de l'otite moyenne. Et donc, avec un interrogatoire avec des antécédents de site à répétition, des épisodes de fièvre inexpliqués, un petit examen clinique, on a envoyé un ORL pédiatrique du CHU, il nous confirme que c'est une otite moyenne aiguë. Et donc, on arrête le neuroleptique pour les troubles de comportement, on soigne l'otite moyenne aiguë et résolution au bout de 48 heures. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un patient de nous tous, chez le pédiatre, même s'il est pédopsychiatre, même s'il est autiste. Deuxième situation, Riyad qui a 5 ans, qui a un syndrome de Smith-Magenis, qui a des troubles de comportement de l'humeur. Maintenant, elle est sous psychotrope. J'ai une pédopsychiatre cette fois, avec les psychotropes pour résistance. Sous 1 mois de psychotrope, les troubles de comportement s'exagèrent. Je vous dire l'universitaire. Et donc, on se pose la question toujours de l'organique, et on trouve une pathologie somatique, un abcès dentaire, on envoie le dentiste sous anesthésie. On a le centre qui s'appelle Mohamed VI, où il y a un dentiste qui travaille avec nous. Et donc, les soins dentaires, tout entre dans l'ordre, on arrête le neuroleptique. Juste pour vous dire qu'il y a des enfants différents, on va les voir, peut-être que je vais passer sur ça vous connaissez. Nous avons des représentations et des préjugés, tous, par rapport à l'enfant. C'est un enfant en situation de handicap, c'est un enfant qui est anormal. Et on éprouve tous un sentiment de malaise. Qu'est-ce que je vais faire finalement? Ça sort de l'ordinaire d'y aller, donc qu'est-ce que je vais faire moi? Il est fou, donc il est violent, il est impulsif. Tout handicap est une limitation d'intelligence, alors que vous savez que ce n'est pas le cas. Les IMC montrent ici, il n'y a pas de limitation d'intelligence dans la plupart des cas, sauf s'il y a une cause derrière. Il est aussi en mauvaise santé, et quoi qu'on fasse, les capacités, ils sont très limitées. Ça, c'est les préjugés que nous avons là en tant que praticiens.
Préjuger, ça veut dire aussi que nos actions vont être influencées. Qu'est-ce que je vais faire? Soit un retrait, soit que je vais éviter, soit que je vais me débarrasser de lui, soit je vais pas l'examiner complètement, soit moi je pourrais un entretien, soit que je ne vais pas faire l'examen clinique, soit que je ne vais pas investir de toutes les manières. Yes, parfois ça arrive, malgré tout, je me dis l'intelligence, je prends des bilans, les parents, ça quel traitement, ça arrive. Et ça influence et ça fait des errances de diagnostic et ça fait aussi des enfants qui perdent sur le plan de leur santé aussi. Vous avez vu les deux situations, pardon. Et donc, un enfant différent, il faut savoir qu'on doit se placer du côté de l'enfant différent. L'enfant différent, c'est un enfant qui naît avec une anomalie et qui va se développer avec l'anomalie, qui est pour lui la normale. Il n'entend pas, il est sourd, il n'entend pas. Il va évoluer avec la surdité s'il n'y a pas moyen à la traiter. Il va développer des stratégies de communication. Donc, pour lui, il est normal dans sa différence. C'est nous qui voyons les choses pathologiques. Et donc, c'est un enfant qui essaie de faire l'équilibre, les envies dialogue et les besoins développementaux, et de quoi il dispose comme compétence. Lorsqu'il y a de la grande pierre les mégatronches et ce déséquilibre, c'est là où on doit le traiter comme pathologique finalement. Du côté des parents, placez-vous aussi du côté des parents, et je vais vous expliquer, vous allez comprendre ce qui se passe avec les parents. علاش بعد مرات يكونوا agressifs معكم علاش بعد مرات يكونوا dans la mauvaise observance parce qu'il y a ce qu'on appelle le deuil de l'enfant ordinaire. Une fois la bonne nouvelle tombe de la grossesse d'un couple, on va avoir un enfant. Mais les parents pathologiques, les ont une pathologie psychiatrique, les parents normalement disent je غيكون عندي واحد الولد معاق كلشي كيكون زوين وبنيه ولا وليد وزوين وشاب وهذا غيكون غيقرا مزيان وغيكبر مزيان وغادي يعوض راسو وغيعاود. On fait beaucoup d'attentes sur l'enfant. C'est ce qu'on appelle l'enfant imaginaire, idéalisé. Et puis il y a l'enfant réel qui vient au monde finalement les quatre de la maman avec toutes les choses. C'est pourquoi quand on passe la maternité, peut-être vous aussi parce que vous faites des passages, تشوفوا la maman ما قبلاش هذاك الشيء بزاف تشوفوا واش كيشبه ليا واش كيشبه لبا واش سي با كومون parce qu'il y a un décalage entre ce qu'elle a estimé la rêverie maternelle et ce qu'elle voit devant elle malgré que نتوما peut-être يبان لكم زوين وكلشي ما عنده حتى شي حاجه اللي mais il y a هذا l'écart. Et donc هنا on parle d'un enfant idéalisé, c'est-à-dire déjà il est normal وحاطين عليه بزاف ديال لي زاتون يكون شباب ويكون زوين ويكون كبير ويكون طويل ويكون. Maintenant lorsque vous venez travailler l'ordinaire déjà وتجي تقول لي راه ولدك عنده واحد الاعاقه راه بوكا سيتو ميم ليديال ولا غير ليديال حتى لوردينير دونك يا بيه يكون خايب وما يكونش عنده اعاقه. Est-ce que vous voyez? Et donc qu'est-ce qui se fait qu'on va rencontrer les parents في les consultations ديالنا pardon. Donc on va les rencontrer la courbe de changement. Lorsqu'il y a un traumatisme et on estime que l'annonce de diagnostic d'un handicap est un traumatisme pour les parents, il y a un moment de choc, la sidération. Il fait qu'il يشوف لكم peut-être ما كيقولش شي حاجه وكيزبدوا يخرج من la consultation. C'est le choc, la sidération, freeze, ça s'appelle freezing donc تيتجمد وكيبقى. Puis après il y a l'étape de déni, c'est-à-dire qu'il va pas accepter, il va voir le médecin الاول والثاني والثالث ودير لي اليرين ودير لي الشبكه ديال الراس ودير لي حاجه واحده اخرى وغيولي هو lui même thérapeute. قريت في جوجل ولقيت لا انت ما فهمتينيش يا دكتور فهمتينيش يا دكتور. Et donc on est dans une... Il faut être conscient de ces étapes. Parce que vous avez devant vous un enfant différent, parce que vous allez comprendre pourquoi les parents ils agissent ainsi. Lorsque vous allez les localiser là, vous allez savoir qu'il y a le chemin la quête de sens, de renouveau et la croissance. Puis il y a la colère, c'est là où ils deviennent agressifs. يقدر يكون هو جايب ديك لا كولير ديالو تهبطوا عليه 5 minutes وبدا يحل لكم الباب ولا avec l'assistante يغوت عليها ولا في les urgences يدير une crise. Ça n'a rien à voir avec vous, ou avec l'institution, ou avec le cabinet, ça a à voir avec la colère. Ils doivent diverser parce qu'ils se sont responsables d'avoir produit, entre guillemets, un mauvais produit. Et donc avec la colère, il y a ce qu'on appelle nous la projection, c'est-à-dire qu'il y a هذاك الطبيب هو اللي هذا والسبيطار ما كيديروا لنا والو ما عمرهم ما داوونا وعاش الملك وداك الشيء اللي قلت. Je suis filmée. Puis il y a la peur où là il va se retirer. On va dire la mauvaise observance. L'irrégularité de suivi. يخاف يعاود يسمع حاجه واحده اخرى plus grave. Il va plus venir. ولا غادي يجي وما مركش معكم بزاف. علاش ما درتيليش وقت والله ما درتهاش. علاش ما درتي وما صيفطوا الجينيتيك par exemple ce qui se passe صيفطوا الجينيتيك un karyotype غادي il va confirmer. ولا ملي حنا كنقولها باللونغاج ميديكال هذا التيست هو اللي qui va me confirmer. Il va pas le faire parce qu'il a peur d'affronter la réalité. Puis après, il y a la tristesse où là, c'est les mamans qui viennent pleurer, pleurnicher, la consultation familiale, les papas, par exemple.
Ça nous arrive aussi, je pour les papas qui pleurent, ça fait qu'ils s'effondrent في la consultation. واش الدكتور متاكد من الديagnostic اللي عطيتيني، واش كاين شي امل، واش كاين تيدخلوا بحال اون ديبريسيون. Et après, شويه بشويه l'acceptation, le pardon, jusqu'à ce qu'ils deviennent actifs, mais qu'ils sont là la quête de sens renouveau, c'est-à-dire que j'accepte que عندي واحد la difficulté, je vais passer. Alors, vous avez ça en consultation, mais je vous conseille le film magnifique à voir, vous pouvez le voir avec les enfants, ma fille, qui s'appelle Apprendre à t'aimer, un jeune couple qui, vous l'avez déjà vu, il a une petite fille, et à l'annonce de l'échographie, ils savent que c'est les porteuses d'une trisomie 21, vous allez voir quel chemin les deux parents vont de façon très décalée, la maman qui va s'engager rapidement dans les actions, le papa qui est à la fin du film, après 1h20 je pense, 1h30, il va comprendre que sa fille est une fille merveilleuse, elle a des compétences, et il va suivre ce que fait la maman. C'est très très parlant pour les parents. Que vous pouvez aussi conseiller, on le conseille les parents qui peuvent comprendre le français, là, on leur conseille de regarder ça, ça va vous parler, vous allez vous aider. Alors, l'annonce, il faut, je voulais juste parler de deux choses importantes à la diapo, c'est que le ton psychique de la personne n'a rien à voir avec la réalité médicale. Donc, lorsque vous annoncez, n'attendez pas que les parents acceptent. Pour moi, ils sont dans leur monde psychique. Qui est celui qui va vous suivre dans les jours qui viennent, dans les semaines, dans les mois, il y a ceux qui ne vont pas vous suivre. Donc, il faut respecter le rythme de chacun. Lorsque vous parlez, il faut ouvrir des champs d'action. Donc, vous parlez, vous ouvrez des champs d'action. Et il faut accompagner dans cette épreuve difficile, c'est-à-dire les revoir plus fréquemment, utiliser un vocabulaire qui est clair, leur demander s'ils sont accompagnés, soutenus par la famille ou pas, est-ce qu'il y a une aide sociale derrière, si vous pouvez mobiliser des ressources sociales. Donc, l'enfant différent, c'est une catégorie assez particulière. J'espère que vous allez penser à moi, mais il trouve les enfants différents à partir de lundi. Alors maintenant, il y a une thématique importante liée à la dépression. Je pense qu'on doit la faire aujourd'hui, si vous permettez, parce que c'est intéressant. Mais là, je voulais vous parler du trouble de spectre autistique dans le cas de l'enfant différent. Mais je sais aussi que les pédiatres ils sont de plus en plus formés le trouble de spectre autistique. Est-ce qu'on passe ou là on l'a fait ou là, Non, on l'a fait. Et on a encore le temps. On la fait pas, on la passe. Ça dépend de vous. Donc, quand vous نديروا لا ديبرسيون هذه إلا بقى الوقت. La pause. واش هذه شي On fait la pause demain. on fait la pause, Oui. puis on dira Hadi, plus la dépression. D'accord. C'est bon. Ça marche. J'ai une petite discussion. D'abord, il y a quand j'ai des questions, si vous voulez. Est-ce que ça vous aide un peu par rapport à la pratique? Parce qu'on a tendance de parler des discours ديالنا ما كنعرفوش est-ce que ça touche les pratiques ديالكم quotidiennes. حنا باقيين في الديني دابا. ما تدوش لا كولير عافاك. لا غير ما تخافيش. Là, Le déni مزيان. la dernière fois, là, on se sent un peu seul. C'est vrai que donc, pour Halaba, poser un vrai diagnostic, surtout avec un pédopsychiatre, c'est quand même la facilité des parents qui aillent vers le pédopsychiatre. Donc, il faut qu'ils se déplacent vers Casa. C'est le problème. C'est vrai, des gens, ils le font.